Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Épisode spécial de Programme B aujourd'hui, puisque je vous propose de réécouter la discussion qu'on a eu la chance d'avoir au festival Wheel of Green au tout début du mois de juin 2023 avec 3 invités exceptionnels. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode spécial de Programme B qui est en public donc, puisque nous sommes au festival Wheel of Green dont nous sommes partenaires avec Binge Audio. Wheel of Green qui nous fait le plaisir de nous inviter encore une fois pour des séries de discussions autour de thèmes qui nous sont chers. En l'occurrence, là tout de suite, on va parler de l'urgence climatique, un sujet qu'on essaye dans la mesure du possible de traiter avec régularité dans ce podcast. On a notamment consacré une série en début d'année à l'adaptation du côté des États-Unis qui s'appelle Adapt or What, mais mes 3 invités, eux, ont fait du suivi en profondeur du bouleversement climatique, leur activité principale. Et donc je vais poursuivre ces présentations qu'on a initiées. Lorraine Boudard, salut Lorraine, tu es autrice, enquêtrice, cofondatrice du média Climax et de Tech Trash. Merci beaucoup d'être là. Merci. Juliette Keff, bonjour à toi Juliette. Salut. Tu es journaliste, directrice de Vert, qui est un média indépendant sur l'écologie. Et Thomas Wagner. Hello, hello. Salut Thomas, créateur de Bon Pote, le média qui, je reprends ta formule, alerte sur un truc pas cool, le changement climatique. Tous les 4, on va parler de la nécessité justement de l'émergence de ces nouvelles propositions éditoriales que vous incarnez chacun à votre manière. On a intitulé cette rencontre des nouveaux médias face à l'urgence, parce qu'il y a urgence, ça devient évident chaque jour un peu plus. Est-ce que c'est cette urgence justement qui vous a motivé les uns et les autres pour vous lancer ? Qui se commence ? Allez, Lorraine, tu essuies les plâtres. C'est toi qui démarre. Oui, évidemment, c'est l'urgence. Et puis, c'était aussi la volonté, en tout cas pour Climax, de parler de réchauffement climatique un peu autrement, de manière un tout petit peu moins anxiogène que ce qu'on pouvait voir ailleurs. Et on avait envie de faire plusieurs choses. En fait, le moteur principal de la naissance de Climax a été de voir du bullshit environnemental émerger partout et de voir que c'était une question qui était assez peu traitée, la question du greenwashing. Et donc on a vraiment commencé comme ça en se disant il y a des discours qui sont portés par des directions RSE, par des grands patrons d'entreprise que peu de gens vont aller décortiquer, et nous on avait envie d'aller les voir. Et donc c'est comme ça qu'est né Climax, et ensuite on a un peu étoffé notre offre éditoriale en rajoutant plusieurs couches, en rajoutant une couche qui consiste à déconstruire ce qu'on appelle les prêt-à-penser, donc un peu ces ritournelles qu'on entend au quotidien qui vont dire la France c'est que 1% des émissions, ou la décroissance c'est le retour à la lampe à l'huile, etc. Et ensuite on a aussi essayé de travailler sur la question des imaginaires, donc comment on se projette dans un horizon qui soit pas totalement dégueulasse avec l'avenir qui nous attend. Cette question du greenwashing, c'est un point commun avec Thomas. Toi, ce que tu mènes comme combat, entre guillemets, en tout cas comme travail médiatique, qui est aussi une forme de détecteur de bullshit auprès notamment des grands groupes ou des grandes entreprises ou des acteurs politiques. Oui, l'idée c'est de dire que l'impunité est finie. On voit les grands groupes continuer à faire leur communication, notamment sur LinkedIn, mais ils le font partout sur sur tous les réseaux sociaux. Et l'idée c'est de dire en fait c'est fini et de les interpeller. C'est pas forcément du name and shame, mais juste au moins qu'ils respectent la loi. Et c'est ce qu'on appelle en fait in fine le name and shame, et aussi d'interpeller les personnalités publiques. Donc ça englobe les politiques et aussi les influenceurs. Ceux qui font par exemple des allers-retours à Dubaï, leur dire peut-être il y a une urgence climatique et c'est peut-être pas terrible ce que tu es en train de faire, quoi. Juliette, pour ce qui est de Vert, la motivation, au-delà effectivement donc, de l'urgence qui vous réunit tous les 3, est-ce qu'il y avait aussi le besoin, comme le disait Lorraine, de faire émerger des nouveaux récits, de nouvelles façons de raconter cette situation qui nous concerne toutes et tous ? Oui, le but de Vert, au départ, c'était vraiment de créer un média généraliste de l'écologie. En fait, on avait vraiment des médias qui étaient plutôt des médias spécialisés, soit sur les actualités juridiques de l'écologie, soit des médias généralistes qui n'étaient pas à la hauteur, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas le climat et l'écologie à la une de leur ligne éditoriale. Et dans un contexte d'urgence toujours plus soutenu, en fait, on a besoin que ce soit les entrées des JT, on a besoin que ce soit vraiment dans toutes les rubriques de nos médias. Et donc nous, on a choisi de mettre l'écologie au cœur de cette ligne éditoriale, justement pour se dire qu'on ne peut plus traiter aucun sujet
sans parler d'écologie et de climat aujourd'hui. On ne peut plus continuer à faire des sujets, nous on est en presse écrite, on est une newsletter quotidienne d'actualité sur l'écologie, en presse écrite on ne peut plus continuer à faire les 10 voyages fabuleux à l'autre bout du monde que vous avez envie de faire cet été, ou bien faire comme si de rien n'était en vantant une mode, des défilés de mode, en vantant une économie qui continuerait effectivement à croître à l'infini. Il y a l'idée aussi, derrière vos 3 initiatives, de non seulement, on l'a dit, d'aiguillonner les grands médias traditionnels pour les pousser à mieux traiter, si ce n'est à traiter tout court, la question de l'urgence climatique, mais il y a aussi l'idée d'aller sur d'autres terrains que eux n'explorent pas forcément, sur d'autres plateformes, d'aller toucher des publics qui se sont déjà désintéressés des grands médias et d'aller là où ils sont, en gros. Lorraine ? Oui, justement, moi, c'était vraiment cet angle mort que je voulais aller creuser, qu'on voulait aller creuser en créant Climax, c'était de se dire tous ces discours d'entreprise et où se situe une grande partie du pouvoir aujourd'hui, ce terrain-là aujourd'hui il n'est pas occupé et nous on veut l'occuper, mais comme le fait aussi très bien Vert et Bon Pote, d'aller déconstruire ces arguments bidons qu'on nous sert au quotidien. Et à la fin, on essaie de le faire avec un ton assez espiègle, parce qu'il y a des choses qui sont quand même de l'ordre du risible, même si c'est dangereux. Par exemple, récemment, on a épinglé Nespresso qui lance une montre verte à 25 000 € qui est faite avec des capsules recyclées, alors que Nespresso, c'est quand même 10 milliards de capsules par an. Et en fait, tout ce genre d'aberration, on est là pour dire mais ça suffit quoi. On arrête de raconter n'importe quoi, parce que je pense qu'il y a une part de frustration aussi de tous les citoyens et les citoyennes qui voient passer ces messages-là à longueur de journée et qui se disent mais arrêtez de nous prendre pour des jambons en fait, c'est plus possible. Et donc je pense que ce discours-là, il est assez audible aujourd'hui, de se dire on va être intransigeant et on va être indéboulonnable sur ces questions-là, on va plus rien laisser passer, donc arrêtez en fait. Et la question de la forme est quand même assez centrale dans cette démarche. Oui, en fait nous on le fait de plusieurs manières. On a une newsletter qui est hebdomadaire, on a aussi un fanzine qui est trimestriel et qui est un format papier assez déconstruit, même de manière graphique. On a un peu cassé tous les codes couleurs de l'écologie. On a essayé de faire un truc assez pop qui soit très agréable à lire, qui soit pas cette espèce de MOOC, le bel objet qu'on achète et qu'on met sur la table mais qu'on va jamais lire. Donc on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse s'en emparer en fait. Et ensuite évidemment on est sur Instagram aussi, on fait des vidéos en partenariat avec Combini notamment, pour essayer de toucher le plus grand nombre. Je pense qu'on a tous et toutes ici la même problématique, à savoir comment on embarque le plus de monde possible sur ces sujets. Ouais. Le choix de faire une newsletter pour Vert, par exemple, ça participe de cette même démarche, plutôt que, je sais pas, un magazine papier ou autre chose? Alors c'est aussi vachement moins compliqué qu'un magazine papier, tout à fait. surtout dans un contexte où le prix du papier augmente nettement. Donc non, il y avait un choix pragmatique derrière le choix de la newsletter. À la base, c'est Louis Espargilière qui a eu l'idée, et c'est vrai que lui, il a conçu ça pour pouvoir l'écrire tout seul. Alors Vert, c'est une production quotidienne, ça veut dire qu'on sort un petit journal chaque jour à midi, donc ça demande énormément de travail. On a quasiment 3 articles qui sortent par jour. Heureusement maintenant on est 5 personnes à travailler sur Vert, donc l'équipe s'est étoffée. Mais surtout nous on essaye aussi justement de sortir un petit peu du ton moralisateur, culpabilisateur qu'on peut retrouver dans certains médias, qui mettent vraiment le focus sur les petits gestes. Ça, je pense que c'est insupportable en fait pour les gens, et ça ne permet pas de saisir les grands enjeux, qui sont bien sûr des enjeux totalement structurels, où on a besoin de repenser nos modes de vie, de production, de consommation. Donc c'est des changements qui doivent aller à la racine. Donc c'est ce qu'on présente en fait à Vert, et on a aussi un accent très fort sur la forme, puisque nous, on essaie justement d'avoir beaucoup de jeux de mots. On essaie de présenter les choses de manière un peu plus légère que d'autres médias, de manière un peu plus fun aussi. C'est aussi tout le travail qu'on fait sur Instagram, effectivement, avec notre compte, où là, on s'adresse quasiment à un autre public. Vers le média sur Instagram, c'est quasiment un autre média que Vert sur la newsletter. Pour nous, c'est hyper important de penser des formats qui vont parler à des publics spécifiques en fonction de chacun de nos réseaux. Et là, on a l'aide de Gaëtan Gabriel, qui est dans la salle, et qui fait aussi des vidéos marrantes justement sur l'écologie, pour se dire que en fait, l'écologie, c'est pas un fardeau. L'écologie, c'est juste notre horizon, c'est créer effectivement un monde désirable, et donc ça comporte des émotions comme le fun, la joie. Bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles, on les raconte au quotidien, on chronique le déni politique, on chronique la langue de bois des entreprises, on chronique tout ça, mais on peut le faire aussi d'une manière fun, légère et colorée.
Thomas, toi, sur cette question de la forme qui est aussi importante dans la démarche de Bon Pote, parce que là aussi, pour rejoindre un peu ce que disait Juliette, il y a une espèce de multifacette de Bon Pote. Il y a le Bon Pote de LinkedIn qui va mettre des commentaires, il y a le Bon Pote d'Instagram, il y a le Bon Pote, le blog avec les articles de fond. Comment tu gères justement ce côté multicarte ? Ah bah c'est génial, oui, j'ai une liberté totale. Donc effectivement sur LinkedIn, je peux aller allumer un politique ou une autre personne, et à côté de ça avoir des articles de fond où je vais passer, je sais pas, parfois 1 mois de travail pour sortir un article. Donc ça, c'est vraiment une belle liberté. Et sur Twitter, enfin on parlait de l'importance de l'humour. Enfin on peut mettre des mèmes, etc. Parce qu'on voit bien que les messages qui sont trop durs, angoissants, etc. Ça ne passe plus forcément. Et enfin moi j'aime bien un peu mettre et le sarcasme et un peu d'humour pour essayer de faire passer les messages. C'est assez efficace. Et concernant la liberté de ton, je suis entièrement d'accord avec Lorraine. Peut-être que les gens en ont un peu marre du ton aseptisé, en gros du journalisme plutôt classique et mainstream. Typiquement sur Bon Pote, au lieu de dire peut-être que Total, c'est pas terrible ce qu'ils font. Bon, moi, l'intro, ça va être Total, c'est des criminels. Et voici pourquoi. Et bon, en plus, je prends plaisir. Et tu te prends de la diffamation, non? Et non, ils m'ont répondu. En plus, je leur ai dit bonjour, vous êtes des criminels. Ils ont dit non, quand même, on fait des ENR, donc ils sont au courant. Mais non, bah, j'attends. Enfin, si Total veut me faire un procès, n'hésitez pas. Hein, mais c'est pas à l'ordre du jour. Une question qui est importante quand on est aux commandes ou quand on est derrière un projet médiatique, c'est de savoir à qui on s'adresse. Est-ce que vous avez une idée un peu déjà avec l'expérience qui est la vôtre maintenant dans vos 3 médias respectifs de qui est votre public et de sur quel bouton vous appuyez via vos travaux, Lorraine? Nous, on a, je pense, un profil assez particulier avec Climax parce qu'on s'insère dans un héritage qui vient d'un autre média avant qui s'appelle Tech Trash, donc qui parle du bullshit dans la technologie. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à gratter. Mais donc, en fait, notre audience, à la base, elle n'est pas du tout écolo convaincue. Et c'est hyper intéressant et ça a été un challenge dès le départ, du coup, de se dire comment on leur parle à eux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'écologie, ou du moins c'est en ligne de fond, mais c'est pas forcément leur cœur d'intérêt. Et du coup, ça donne une audience assez partagée entre maintenant toutes ces personnes qui s'y intéressent un peu en fond, mais qui sont pas forcément ultra sensibilisées à la base. Et puis la deuxième vague de gens qui nous ont rejoints, qui là est venue vraiment pour le ton en fait. C'est vraiment pour le ton qu'on a développé, qui est ce ton sarcastique, espiègle, qu'on avait développé avec Tech Trash et qu'on a poursuivi avec Climax, et qui va essayer de sortir ce qu'on appelle la phrase en carton ou la bullshit quote, qui va être un directeur de RSE qui raconte n'importe quoi, qui va dire que le green c'est la nouvelle robe noire par exemple. Ça on l'avait lu il y a pas longtemps, enfin des choses complètement absurdes. Et justement on croit vachement à cette nécessité aussi de l'humour dans le journalisme climatique pour essayer d'insuffler un peu de légèreté, et ça on l'a lu d'ailleurs récemment dans un portrait de Valérie Masson-Delmotte dans Le Monde, qui disait justement aussi que c'était ce qui manquait aujourd'hui. Il y en a plein qui le font. Swan Périssé, qui est une humoriste sur Instagram notamment, le fait super bien. Thomas VDB qui va venir aussi ici sur scène s'y attelle. Donc je pense que on a besoin de toutes ces forces vives pour essayer de parler au plus grand nombre. Chez Vert, dans la newsletter, on s'adresse à des gens qui savent qu'il y a un problème, mais qui en connaissent pas forcément l'ampleur, qui sont pas forcément au clair non plus avec les implications de tous ces problèmes-là. Donc, c'est-à-dire concrètement, dans quel monde on va vivre en fait dans les années qui viennent, quels sont les scénarios effectivement de réchauffement climatique. Donc tous ces gens-là, c'est plutôt des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 25 et 40 ans globalement. On a aussi un petit peu des plus jeunes, mais c'est des publics qui sont relativement éduqués. Pourquoi ? C'est tout simple, c'est parce que c'est de la presse écrite. Enfin, c'est en tout cas un média web qui se lit. Après, sur Instagram, c'est totalement différent. On va avoir un public beaucoup plus jeune. On a plus de femmes aussi sur Instagram qui nous suivent. Et là, on vise des gens qui ne sont pas convaincus, qui ont envie de rire. Et on alterne vachement les formats, justement. On a des vidéos marrantes, mais on a aussi des carousels explicatifs. Nous, notre ligne, c'est vachement aussi de faire de la pédagogie. Donc, c'est comment est-ce qu'on décrypte des problèmes et on essaie de les attirer justement par l'humour. On essaie de les attirer par des mèmes. On adore faire des blagues.
Et donc, je pense qu'il y a une partie, c'est des militants désabusés. D'autres, c'est plutôt des bifurqueurs, donc des gens qui sont un petit peu dans le système mais qui ont envie d'en changer. On peut penser aux étudiants d'HEC, d'AgroParisTech, voilà, qui font des discours. Et on est aussi assez présent dans le monde de l'entreprise. Je pense que c'est un public qui est super intéressant, justement un public qu'on retrouve avec LinkedIn, qui est en train aussi de prendre vraiment conscience de l'ampleur du problème et qui parfois est aux commandes aussi. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de toucher les leaders d'opinion également, des gens qui sont aux commandes, qui ont du pouvoir dans leur secteur d'activité et qui vont pouvoir embarquer en fait plus largement d'autres personnes. Thomas, toi, tu as une idée de qui est ton public et à qui tu t'adresses via peut-être les différents canaux? Peut-être que c'est pas le même à chaque fois d'ailleurs. Non, Bon Pote s'adresse à tout le monde, hein, si possible, tous les Français, enfin toutes les personnes qui parlent français et même anglais, parce qu'il y a eu environ 200 articles qui sont traduits en anglais. Je crois qu'il y a une majorité de personnes effectivement entre 18 et 40 ans, mais j'ai de tout âge. J'ai parfois une grand-mère qui m'écrit, qui me dit je vous ai connu grâce à ma petite fille, et voilà, enfin ça, ce qui me fait incroyablement plaisir. Et il y a vraiment tous les âges, et enfin qui moi je vise particulièrement, enfin encore une fois tout le monde, et peut-être particulièrement, en tout cas sur certains réseaux et notamment LinkedIn, comme on vient de dire, les CSP+, les gens qui sont complètement dépolitisés, qui pensent que l'écologie et la politique, il ne faut pas mélanger les deux, etc., alors que c'est totalement imbriqué en fait. C'est vraiment ce public-là. Et en l'occurrence, les CSP+, on va dire les pseudo 10% qui gagnent le plus en France, puisqu'on sait que majoritairement, on ne peut pas essentialiser, mais majoritairement, c'est les personnes qui gagnent le plus d'argent qui ont tendance à polluer le plus. Donc j'essaye surtout d'aller alerter ces gens-là et leur dire, enfin, calmez-vous et ralentissez, quoi. Il y a une difficulté, on l'a déjà dit dans le début de cette discussion, quand on traite de ces sujets autour de l'urgence climatique, c'est le désespoir qu'ils peuvent susciter, ces sujets. Donc le besoin, vous l'avez dit tous les trois, d'amener des fois un peu de légèreté ou des traitements différents de ces sujets qui ne soient pas uniquement sous l'angle anxiogène. Mais le risque, le revers de la médaille, c'est effectivement soit de les dépolitiser, soit de les... on va dire de les désarmer un peu, en tout cas de les rendre moins urgents. Comment est-ce qu'on navigue sur cette ligne de crête? Moi je trouve que c'est une question fascinante, parce qu'à la fois il y a cette nécessité de créer un horizon désirable, et en même temps il y a aussi le fait de se dire mais l'horizon pas désirable, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en fait. Enfin là il n'y a rien qui est désirable dans ce qu'on vit aujourd'hui et ce vers quoi on se dirige. Donc oui, il faut faire rêver, certes, mais en même temps, c'est le cauchemar qu'on veut éviter aussi. Donc, on est toujours un peu en train de jongler entre ces deux nécessités-là. Mais avec Climax, on a vraiment à cœur d'essayer de développer la question des imaginaires. Et sur le premier numéro du fanzine qu'on a fait, on a justement essayé de traiter la question de l'utopie et l'idée de déprogrammer l'apocalypse. Et c'était l'idée de se dire que dans la fiction aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, ça va être des scénarios dystopiques à la Mad Max, et de dire que le futur, c'est le passé, mais en pire, et avec 2-3 zombies. Et donc, tous ces scénarios dont on est abreuvé, finalement, ça nous nourrit aussi. Et il y a un mouvement littéraire qu'on a découvert il y a 3 ans, donc juste avant la naissance de Climax, qui est le mouvement Solarpunk, qui nous a vachement inspiré en fait pour la création du média. Et le mouvement Solarpunk, c'est un mouvement de SF qui est né aux États-Unis et qui s'est surtout développé au Brésil après, et qui consiste à dire aujourd'hui la subversion elle est pas du côté des cyberpunks, parce que les cyberpunks en fait ils étaient là pour critiquer le capitalisme au moment où le capitalisme était le discours dominant, et les solarpunks eux se sont dit mais la subversion elle est du côté de l'utopie, donc essayons de créer un imaginaire qui soit cool et tout en étant punk. Et c'est un peu l'imaginaire aussi Miyazaki, etc. Et nous, ça nous a vachement parlé, à la fois visuellement, parce qu'il y a plein de trucs super chouettes, et puis dans le discours assez politique et punk. Et donc, on a vraiment essayé de s'emparer de ce mouvement culturel-là pour essayer de donner envie. Et tous les retours des lecteurs et des lectrices, c'était de dire, mais moi aussi, je veux être solarpunk. En fait, on a trop envie d'être solarpunk. Est-ce que Vert est solarpunk alors du coup? Mais carrément, on partage totalement ça. Mais nous, on est aussi un média d'actualité chaude, c'est-à-dire qu'on décrypte au quotidien ce qui se passe dans l'actualité. Et notre but, c'est un petit peu de réencastrer l'actualité dans les limites planétaires. Donc c'est de se dire effectivement que on peut pas, encore une fois, parler de l'actualité comme si de rien n'était par ailleurs, comme s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, comme si il n'y avait pas d'effondrement de biodiversité et qu'on n'avait pas de problème d'eau et compagnie. Donc nous, c'est vraiment ce prisme-là. Par contre, ce que tu disais, c'est aussi, on a besoin d'adresser des solutions.
mais des vraies solutions. Donc non, c'est pas tellement. Enfin, il y a bien sûr, il y a la question des imaginaires, mais il y a aussi la question de se dire que, en fait, on connaît les solutions. Les solutions, elles sont dans le rapport du GIEC. Les solutions, elles ont été extrêmement documentées. Voilà, quand on dit oui, il faut plus d'énergie renouvelable, c'est pas quelque chose qui est déconnant. C'est quelque chose qu'on peut concrètement mettre en place. La France est très en retard sur sa politique de déploiement des énergies renouvelables. Le dire et montrer en fait quels sont les chemins pour atteindre cet horizon-là, c'est quelque chose qui nous revient, c'est notre responsabilité de journaliste en fait de montrer ces chemins-là, de montrer comment est-ce que les citoyens peuvent les emprunter, mais aussi quelle est la responsabilité des pouvoirs publics et la responsabilité aussi des entreprises. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, voilà, c'est de dire à la fois quelles sont les causes, bien sûr, de la situation extrêmement catastrophique dans laquelle nous sommes actuellement, et aussi comment est-ce qu'on peut aller vers d'autres chemins, comment est-ce qu'on emprunte d'autres horizons. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, quand on parle effectivement de la sécheresse en ce moment, voilà, il y a 4 villages en France qui n'ont plus d'eau. On est dans le niveau des nappes phréatiques est extrêmement bas. On va aller regarder en fait en répondant à des questions de nos lecteurs si réutiliser les eaux usées, par exemple, c'est une bonne solution. Donc ça, c'est un format qu'on a chaque jeudi. Ça s'appelle le verre du faux, parce qu'on aime bien les jeux de mots. Et dans le verre du faux, on propose au vote 2 sujets. Et à chaque fois, c'est une question qui généralement explore aussi des solutions. Récemment, on a fait aussi un sujet sur le quota carbone, par exemple. Est-ce qu'il faudrait instaurer un quota carbone individuel par personne? Donc ça, explorer les bonnes et les fausses solutions, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et dans les fausses solutions, bien entendu, il y a tout le greenwashing. Je pense qu'on va peut-être en reparler. Tout à fait. Thomas, sur cette difficulté de naviguer entre le trop triste ou le trop joyeux et de proposer quelque chose qui soit peut-être un bon compromis entre les deux. Ouais. La nuance à avoir, c'est être entre alarmant et alarmiste. Je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être alarmiste parce que la situation est tellement déjà merdique qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais pour rebondir un peu sur ce qu'elles ont dit, la bonne nouvelle et la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a notre avenir climatique entre nos mains. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'inertie, il y a une certaine inertie climatique, mais on entend parfois que quoi qu'on fasse là maintenant, ça ne changera rien, ou ça ne changera rien dans les 20 années qui vont arriver. Et ça, c'est faux. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut répéter, rabâcher, etc. Et dire qu'il y a des co-bénéfices, donc ce n'est pas moi qui le rappelle, c'est le GIEC, les travaux du GIEC, donc c'est un peu scientifique comparé à ce que moi je pourrais dire. Il y a des co-bénéfices à agir maintenant, et voilà, la logique qu'il faut avoir, c'est une fois qu'on a atteint la neutralité climatique, en fait, la neutralité carbone, pardon. Oui, c'est un lapsus. Le réchauffement climatique peut s'arrêter. Donc c'est vraiment ça, et c'est un objectif qu'on devrait tous garder en tête. Autre chose au niveau du traitement médiatique, il faut aussi, alors au-delà de proposer des solutions, et évidemment c'est indispensable, et au-delà de traiter l'actualité, c'est bien d'avoir des articles plus sur le temps long, et c'est ce que je fais un peu sur Bon Pote, typiquement sur le sujet des pertes et préjudices ou les points de bascule en Amazonie. Si vous voulez vous renseigner sur un sujet aussi complexe, ça prend des semaines, tu vois, et je sais que parfois les journalistes n'ont pas le temps, et c'est pour ça que moi j'essaye d'apporter un peu autre chose là-dessus. Et avant de proposer des solutions, c'est le dernier point que je voudrais évoquer, il faut aussi se rappeler qu'il y a entre 20 et 40% des Français qui sont climato-sceptiques. Donc j'imagine que là, les gens qui nous écoutent, il n'y en a pas trop. Enfin, vous pouvez venir me voir à la fin si vous voulez. Mais il faut aussi se rappeler ça. Il faut faire attention de ne pas parler qu'à une petite bulle de personnes convaincues. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure, essayer de trouver des angles pour aller parler à d'autres personnes. Typiquement, le sport, la musique, c'est des bons angles. Enfin, j'ai un article typiquement sur Bon Pote qui s'appelle « Peut-on séparer le bilan carbone de l'artiste ?» On a essayé de traiter, alors je ne sais plus si on parle de Wheel of Green et d'un possible greenwashing, faudrait que j'aille vérifier, mais on parlait aussi de l'impact comment on fait pour garder, tout le monde aime la culture évidemment, on a envie d'en profiter, et comment on fait pour garder et sauvegarder ce qu'on peut au niveau de la culture dans un monde qui serait neutre en carbone. Et la difficulté notamment pour aller toucher au-delà des convaincus, et pour aller toucher peut-être potentiellement ces 20 à 40% de Français qui ont encore du mal à croire à la réalité qui nous tombe sur le coin du nez, c'est que ces discours, ces narrations que vous portez les uns et les autres, elles sont contrecarrées, on l'a dit, par un contre-discours qui est assez puissant, qui est celui notamment du greenwashing, qui vient apporter des fausses solutions ou des fausses réponses à des véritables questions et à des véritables problèmes. Comment est-ce qu'on navigue là-dedans, Juliette ?
Je voudrais juste préciser qu'il y a beaucoup de formes de climato-scepticisme. Aujourd'hui, les gens qui ne croient pas qu'il y a un réchauffement climatique, c'est vraiment une infime minorité, hein, c'est moins de 6% à peu près. Par contre, il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas au clair sur le consensus scientifique et sur le fait que le réchauffement climatique est lié à nos activités humaines. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit absolument rappeler en permanence. Moi, à chaque fois que je dis l'augmentation de la vente des SUV, c'est la deuxième source d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre l'année dernière, les gens me regardent avec des grands yeux en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument effectivement répéter en continu. Ce sont nos actions humaines qui sont la cause du réchauffement climatique. En ce qui concerne le greenwashing, c'est un peu une troisième forme de climato-scepticisme. C'est ce qu'on appelle le climato-rassurisme. C'est le fait de dire la technologie va nous sauver. On n'a pas besoin de changer fondamentalement de système, puisque en fait on a des solutions qui, bien sûr, du point de vue des scientifiques, sont généralement des fausses solutions, comme l'avion vert, comme des biocarburants, etc., qui parfois ne sont juste pas du tout des technologies matures, en tout cas des technologies qu'on va pouvoir appliquer dans les 20 prochaines années, qui sont encore une fois les années clés pour lutter contre le réchauffement climatique. Hein. Le GIEC dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité dans les prochaines années jusqu'à peu près 2030 pour quand même agir, même s'il sera toujours temps d'agir et que chaque dixième de degré compte, etc. On est quand même dans une période d'urgence absolue. Et donc le fait qu'on ait du greenwashing partout, que ce soit très peu encadré, même si maintenant il y a une loi qui depuis le 1er janvier encadre un peu mieux la publicité, ça participe d'imaginaires qui nous desservent en tant qu'humanité. Vraiment, là, on est sur... ça nous dessert complètement. Le fait qu'on voit des pubs en permanence qui sont du greenwashing, le fait que dans les films, on fasse, mais vraiment comme si ça n'existait pas, que nos modèles de désirabilité, ce soit de faire des tournées massives dans le monde entier et de remplir des zéniths, ça, c'est en fait des imaginaires qui sont malheureusement très compliqués et qui ne sont pas soutenables. Donc c'est aussi notre rôle en tant que journaliste de chroniquer tout ça. Je suis totalement d'accord, il faut trouver des bonnes manières de le faire, il faut trouver des angles originaux, il faut accrocher. Mais c'est de notre responsabilité, bien sûr. D'ailleurs, avec Climax, on fait partie d'un super collectif des débunkers de greenwashing, un collectif où il y a plein d'associations et de médias. D'ailleurs, Bon Pote peut-être pourrait rejoindre ce collectif. Je pense qu'il serait tout à fait opportun. Et c'est affiché via des concours mensuels quels sont les pires greenwashing du mois. Voilà. Et puis après, il y a d'autres concours possibles. Mais oui, montrer les greenwashers, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a plusieurs degrés au greenwashing. Le premier degré, c'est celui qu'on connaît tous, c'est Nespresso qui fait des montres en capsules recyclées. Ça va être, par exemple, récemment aussi l'école de commerce Audencia qui incitait ses élèves à devenir Chief Metaverse Green Officer, enfin des trucs complètement absurdes. Ça, c'est le premier niveau. Je peux citer aussi Evolution. Je ne sais pas si vous connaissez Evolution. C'est la collection éco-responsable de Shein. Donc là, on est sur du très très gros niveau. Mais après, le deuxième niveau, et c'est celui que je trouve aussi super intéressant, c'est le greenwashing macroéconomique. Et là, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la croissance verte. Et là, on est sur des discours qui sont encore plus compliqués à déconstruire parce que bon, la collection éco-responsable de Shein, a priori, on comprend tous que c'est du vent. Et c'est vraiment ces deux niveaux qu'il faut essayer d'aller déconstruire. Et là, en effet, on est chacun et chacune avec nos petits radeaux face à des énormes bulldozers et qu'il faut aller essayer d'attaquer avec nos petits bras, quoi. Donc c'est pas forcément toujours évident, mais on s'y attelle tous et toutes autour de cette table. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lorraine, je suis entièrement d'accord, mais on est là effectivement avec nos petits bras, c'est-à-dire que moi je suis là avec mon petit bâton, attention, je crois qu'Emmanuel Macron, ce qu'il vient de dire, c'est pas forcément vrai, mais lui, il s'en fout, il communique 10 fois dans la journée, il fait 10 mensonges, allez, 9 mensonges sur 10, et toi, le temps que tu expliques, c'est la fameuse loi de Brandolini, lui, ça lui prend 3 secondes pour dire une bêtise, toi, le temps que tu écrives ton article, il en a déjà 10 000 en fait, donc c'est très difficile de récupérer la communication et des politiques et des entreprises, mais c'est tant mieux quand même qu'il y ait des collectifs qui se créent, si Bon Pote a eu un petit peu d'essor, c'est parce que j'ai aussi dénoncé le greenwashing.
c'est pareil pour Vert, c'est pareil pour Climax. Et il y a d'autres collectifs là qui suivent et au quotidien, je pense à Cota Climat notamment. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait des initiatives citoyennes, mais en fait, bon, c'est aussi une perte de temps et ils nous font perdre du temps dans la lutte climatique. Donc je pense que là, on en est à un niveau où dénoncer ne suffit pas. Je suis extrêmement content que le nombre de procès progresse contre l'État et contre les entreprises. Mais si ça tenait qu'à moi, si j'ai quelques millions de côté, si jamais il y a un Bill Gates dans la salle, n'hésitez pas. Mais en gros, moi, si j'ai les moyens, là, je fais un procès à toutes les entreprises qui font du greenwashing, notamment les entreprises du CAC 40. Il n'y en a pas une qui a un plan pour être et contribuer à la neutralité carbone du pays. Donc, en fait, à partir du moment où... et aujourd'hui, il faut vraiment rappeler, on parle du greenwashing là, mais il faut rappeler que le greenwashing est criminel, puisque le greenwashing participe à l'inaction climatique. Et on va rappeler qu'en France, l'année dernière, rien qu'avec les canicules, il y a eu, selon les études, entre 3 000 et 11 000 morts de la canicule. Donc, en fait, le changement climatique, il n'est pas pour 2050. Il est déjà là, il a déjà des effets. Et dès aujourd'hui, il faut considérer que le greenwashing, c'est pas juste une petite lubie, c'est pas terrible, c'est un peu drôle. Non, c'est criminel. Il faut vraiment utiliser le mot criminel. Je pense que ce qui est important de noter aussi, à Vert, on est un média indépendant. C'est aussi le cas de Climax et c'est aussi le cas de Bon Pote. Si on peut faire tout ce qu'on fait, c'est justement parce qu'on a des modèles économiques qui ne sont pas liés à des intérêts financiers et économiques. À Vert, on a fait le choix de compter sur les dons de nos lecteurs. Et d'ailleurs, on a lancé un club pour justement inciter aux dons, parce que c'est vraiment le public. En fait, en tant que citoyen, vous avez quand même un pouvoir qui est dingue, c'est celui de financer des médias qui sont justement à la hauteur de l'urgence. Et je pense que c'est très important de soutenir les journalistes, les médias, de partager les publications, de faire un vrai travail, d'être moteur et soutien en tant que citoyen. Ces modèles économiques-là, donc sans publicité, sans gros actionnaires, pas de milliardaires, etc., ça demande vachement de travail. On fait tout ça avec nos petits bras, comme disait Thomas. Donc on a besoin d'être soutenu. Et c'est justement parce qu'on a cette indépendance, cette liberté de ton, cette liberté d'aller les interpeller, d'aller dénoncer, qu'il faut aussi, bien sûr, avoir un public qui nous suit derrière. Lorraine, sur cette question de l'indépendance et de la difficulté aussi que ça implique de devoir justement redoubler d'énergie pour se faire entendre. La question de la publicité, en effet, nous, elle a été vite évacuée parce que en réalité, je pense que personne ne voudrait faire de la pub chez nous et nous, on les accepterait pas non plus. Mais elle est hyper intéressante et en effet, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué en fait parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'on est des petites équipes et qu'on se bat face à des discours de grosses entreprises qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup économiquement que nous. Donc on fait comme on peut, mais je pense qu'on le fait quand même plutôt bien malgré tout. Et oui, je pense que tout ce qu'il y a derrière la publicité, en réalité, ça porte des questions encore plus larges, parce que c'est la question des imaginaires que tu évoquais tout à l'heure, et c'est de dire, et ça rejoint par exemple le débat qu'il y a eu autour de Chine, est-ce qu'il faut boycotter Chine ? Tout le monde disait oui, il faut boycotter Chine. Mais déjà, interdisons la publicité pour toutes les marques de fast fashion, il n'y a pas que Chine, en fait, il y en a plein d'autres. Et je pense que ça, déjà, si on commençait par interdire toute la publicité pour tous les produits néfastes, on irait déjà mieux. Donc ça commence par ça, ouais. Thomas, l'indépendance, Bon Pote, c'est un projet solo, j'ai envie de dire au début, qui est de moins en moins maintenant, parce que tu as besoin de relais aussi. Comment tu parviens à structurer, à maintenir dans le temps ce projet-là ? En travaillant beaucoup trop. Je pousse plutôt pour la décroissance, mais en fait je bosse quasiment 7 sur 7. J'essaye là en 2023 de bosser 6 sur 7, mais en fait c'est du 7 sur 7 quasiment. Donc j'essaye de moins travailler, je vais essayer là justement de changer, de pouvoir... Parce que pour l'instant il y a, je sais pas, sur 300 articles, j'ai écrit 90% des articles, et j'essaye de baisser un peu là, et de pouvoir justement avoir des financements pour payer des experts qui vont pouvoir écrire des articles sur Bon Pote. Donc là, c'est tout nouveau, c'est un semi-spoil, mais c'est en train de se passer là en coulisses. Donc je passe pas mal de temps à ça. Et effectivement, concernant la publicité, il y a une primovis, c'est ce qu'appelle Julia Faure, elle appelle ça, la fondatrice de Loom. Elle appelle ça la primovis. En fait, on nous pousse au vice, et dès que tu as un certain nombre de followers, moi j'ai vu qu'une fois que sur les réseaux sociaux, Bon Pote avait un peu explosé, on m'a proposé des partenariats, mais les mecs, ils en ont rien à faire en fait de ce que tu pousses comme valeur. Juste, ils voient le nombre de followers, ils se disent bon, on peut faire de la pub. Moi, on m'a proposé de faire des pubs pour du SUV.
Bon, en fait, j'ai reçu ça des mecs de Publicis. J'ai reçu ça, mais enfin, j'étais là, mais ils se moquent du monde. Je leur ai envoyé un petit lien. Oui, effectivement, c'est la deuxième cause de hausse des émissions de gaz à effet de serre. Bonne journée, tu vois. Enfin, mais effectivement, c'est difficile en tant que média de pas accepter la pub parce que c'est en l'occurrence des milliers et parfois des dizaines de milliers d'euros. Donc tu dis non à ça, quoi. Donc peut-être qu'on devrait le rappeler ou pas. Mais c'est important aussi de le prendre en compte, et également il n'y a pas que nous, il y a aussi les influenceurs qui ont des partenariats et qui vivent de ça, et de les accompagner et de leur dire ok, là ton modèle est pourri, mais effectivement comment on fait pour changer, etc. Il nous reste 10 petites minutes avant qu'on cède la place sur la scène de We Love Green. On va les utiliser pour faire circuler le micro que j'ai dans mes mains dans le public, savoir si nous avons des questions. Il n'y a pas de climato-sceptique dans la salle ? Alors bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Je pense que ça fait vraiment du bien. Et ma question est très simple, c'est plutôt au niveau politique. Aujourd'hui, bon, vous l'avez rappelé, l'État a été condamné pour inaction climatique. Il y a beaucoup de procès qui sont intentés aussi. Mais là, quand on regarde juste en France à horizon 10 ans, quel est l'avenir politique qu'on a et comment est-ce qu'on va pouvoir agir pour justement éviter une catastrophe? Voilà, c'est assez simple. Je pense que si on avait une boule de cristal, on pourrait vous répondre, mais ça va être extrêmement difficile de le faire. Après, au niveau de l'engagement, ça, je pense que c'est pas uniquement au niveau de la politique politicienne. C'est en fait, on peut s'engager en tant que citoyen à plein de niveaux en fonction des rôles sociaux qu'on a. Si on est parent d'élèves, on peut s'engager dans une fédération de parents d'élèves. Si on est dans un potager de quartier, on peut mettre en place des initiatives partagées. On peut soutenir, bien sûr, des médias indépendants, comme on l'a dit. On peut s'engager en politique, pourquoi pas. On peut s'engager au niveau de son territoire. Donc, en fait, il y a de multiples formes d'engagement. Je ne pense pas que la politique se fasse uniquement une fois tous les 5 ans avec l'élection présidentielle, si c'est ça auquel vous faisiez référence. Mais ça peut être par aussi les messages que vous diffusez, par convaincre votre entourage, par choisir votre information. Tout ça, c'est en fait déjà de la politique. Et c'est une manière de mettre l'écologie, encore une fois, à la une de vous, de votre entourage, et puis d'essayer de convaincre autour de vous. Moi, je pense que la politique, c'est pas uniquement voter, évidemment, etc. Et qu'en réalité, on change pas les choses en étant poli. Et il y a plein d'exemples historiques qui le prouvent, dont le plus parlant est celui des suffragettes. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui les femmes ont le droit de vote, c'est grâce à elles, c'est parce qu'elles ont foutu le bordel. C'est parce qu'elles ont tout cassé, elles ont cassé les jardins royaux, elles ont interrompu des courses hippiques. Et c'est en partie grâce à elles qu'on a le droit de vote aujourd'hui. Et donc je pense que c'est super important de le rappeler et de s'en inspirer aussi dans notre engagement au quotidien et de se dire que on peut être mal poli, quoi. Alors, oui, je ne sais pas si ta question était au niveau local ou au niveau macro. Donc effectivement, sur le plan local, je pense que c'est là où il faut vraiment agir, dans ta ville, dans ton entreprise, au conseil municipal, etc. C'est vraiment une bonne chose. D'un point de vue plus global et national, je vais faire un raccourci, mais il n'y a rien à espérer au niveau de l'écologie, que ce soit du côté Macron, de la droite et de l'extrême droite. Il n'y a rien. L'écologie est transpartisane, donc elle est ni de gauche ni de droite. Il y a une écologie de droite, et je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à essayer d'aller sauver. Je pense à une personne notamment qui allait chez Valeurs Actuelles pour essayer de leur dire attention, attention votre grand remplacement, mais il y a quand même un réchauffement climatique, donc il faut faire attention. En fait, ça c'est une perte de temps totalement. Et bref, je vais arrêter avec ça. Mais il faut vraiment construire une force politique à gauche. Et à gauche et peut-être un peu au centre, etc. Mais il va falloir aussi que la gauche s'améliore sur les questions d'énergie, sur les questions climatiques également, parce qu'ils font pas mal d'erreurs. Il va falloir bosser. Là, il y a 4 ans, et là, l'objectif, très clairement, c'est d'éviter que l'extrême droite passe en 2027. Moi, c'est une de mes frayeurs. Si on me demande à court terme ce qui me fait le plus peur, aujourd'hui, je réponds que c'est l'extrême droite. Parce que l'extrême droite est un parti, je vais parler au-delà des questions sociales, etc. Sur le plan du climat, c'est une catastrophe. Ces gens-là, et j'ai vu des députés RN commenter sur Twitter il y a deux semaines, ils ont dit qu'ils voulaient démanteler les éoliennes. Donc on est à un niveau
En fait, c'est entre le climato-sceptique et l'abruti, en fait. On est à peu près, c'est une jauge, voilà. Et en fait, ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir, on va pas perdre 5 ans, on va perdre 20 ans. Donc vraiment, il faut s'activer politiquement. Et ce que je répète à chaque fois que j'interviens, c'est n'ayez pas de regrets, en fait. Je connais personne qui se disent j'aurais peut-être pas dû faire ça, etc. En fait, il faut toujours faire plus et voilà, vous n'aurez pas de regrets. Donc en gros, bougez-vous et je m'inclus là-dedans. Je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive au bout de ces 45 minutes qui nous étaient allouées. Il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette rencontre. Merci au public qui a écouté avec beaucoup de sérieux cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Jeanne Longhini, Charlotte Bex, Lise Niederkorn et David Carzon. Merci à Mathieu Thévenon qui était aux manettes de cet épisode. Merci évidemment à Will of Green pour sa confiance et son accueil. Bon festival à toutes et tous et à très vite pour un nouvel épisode.